Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouvel épisode de Refine Aunties. Je suis tellement contente de cette émission qu'on va avoir aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le bain, salut Noir. Salut. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va très, très bien. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on plonge dans l'univers des Gen X, donc la génération de nos grandes sœurs, nos grands frères, qu'on regardait grandir avec tant d'admiration, qu'on voyait s'épanouir, mais sans vraiment connaître leur réalité. C'est Noir quand on parle de la génération Gen X à ne pas mélanger avec les Gen Z qui, d'après nos recherches qu'on a fait il y a quelques temps de cela, donc c'est vraiment toutes les personnes qui sont nées à partir de l'année 65 jusqu'au début des années 80. C'est exact. Super. Donc aujourd'hui, nos deux invités vont nous aider à démystifier cette période-là qu'on a quand même grandi dedans, mais il y avait plein de choses qu'on n'avait pas le droit de faire parce qu'on était plus jeunes. Donc sortir, aller danser dans les clubs, je pense que c'était pas encore... nous autres, on était encore trop jeunes pour ça. Exact. Fait que moi, quand je voyais ma grande sœur se préparer pour sortir, j'étais comme très curieuse. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait dans ce monde-là. Fait qu'on va vraiment démystifier cette période-là avec nos deux invités. Donc, aujourd'hui, on a deux personnes de qualité. Oui, deux personnes qui nous sont très chères. Mm-hmm. Donc, on vous présente Cano et Yves Ulysse. Mm-hmm. Bienvenue à Refine Aunties. Hello. Salut, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir, ça va? Très bien. Ouais, vous êtes trop sérieux. Aujourd'hui, là, on relaxe. On est à Refine Aunties, c'est la famille. Je vous êtes comme ça. Oui, ça va très bien. Oui, merci. J'ai l'impression que c'est une entrevue. Non, c'est correct. On va laisser, moi, j'aime ça comme ça. On va laisser Cano se présenter. Donc, Cano, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Bon, je me présente, Cano, et je suis photographe. J'ai un studio à Montréal que je partage avec... Noir. Et c'est ça, on a un studio, KH Institut. Moi, studio depuis à peu près 2 ans et demi. Ouais, c'est ça. Et photographe depuis maintenant 6 ans. Wow. Maintenant 6 ans. Et c'est une passion qui a toujours été là, mais que j'ai pratiqué un peu plus tard dans ma vie. Après les enfants et la stabilité de la famille. Alors, on va en parler. On va en parler de ton métier. Parfait. Puis c'est fou parce que tu dis que ça fait 6 ans. Quand j'ai découvert ton travail grâce à Noir, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que tu es dans le métier. Tu es une photographe émérite internationale qui a reçu plusieurs prix. Quand même, ça, tu le dis pas, mais je vais le dire pour toi parce que c'est pas n'importe quel photographe qu'on a devant nous. Moi, Cano, j'ai vu ton travail. Tu as aussi participé au programme de mentorat. Il y a beaucoup d'éléments que j'ai découverts de toi qui m'ont tellement, tellement impressionnée. Et tu fais partie, je pense, des femmes noires qui m'entourent, qui m'inspirent grandement. Puis ça, je vais le donner à Noir parce que c'est grâce à elle si on a pu croiser nos chemins. Donc, on va parler un petit peu plus tard de ce métier de photographe donc, que tu fais à merveille. Mais avant, je vais donner le micro à Yves Ulysse, qui vraiment est un phénomène. C'est non, c'est un phénomène parce que Yves, quand tu le vois, il est tellement doux, tellement tranquille, mais en même temps, quand tu regardes sa feuille de route, t'es comme, comment ça se fait que ce gars-là, il se pense pas plus bon, puis il est pas plus comme, oh my God, avec ta feuille de route. T'es un entrepreneur, t'es dans l'univers de la mode, de l'événementiel. Donc, je vais te laisser te présenter, mais franchement, c'est la première fois que je t'ai vu, qu'on a passé un petit moment ensemble. J'étais impressionnée par un peu ton humilité puis la façon que tu étais posée versus toute ta feuille de route. Donc, sans plus tarder, tu peux nous parler un peu de toi et te présenter. Alors, moi, c'est Yves Ulysse. Pour les intimes, non, c'est pas vrai. Tout le monde, presque beaucoup de monde connaît mon nom. Tout le monde te connaît. Mais beaucoup de gens connaissent plus le nom que la vraie personne. Parce que les gens observent surtout mon travail à travers les réseaux sociaux et aussi à travers les productions qui peuvent participer en physique. Moi, je suis un artiste dans l'âme. Je suis né pour créer, c'est ça ma raison d'être. Une fois qu'on découvre quelle est notre raison d'être dans cette vie, alors toutes les portes finissent par s'ouvrir et l'univers conspire avec nous pour manifester nos rêves les plus fous. Donc, mais c'est ça. Moi, j'ai grandi à Montréal.
suis arrivé ici, j'avais 8 ans. J'ai grandi avec mes grands-parents. Tu es originaire d'Haïti? Je suis originaire d'Haïti. Je suis né en Haïti, oui. Je suis né en Haïti. J'ai grandi avec mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, mon oncle. Un peu comme tous les Ah, Haïtiens. c'est ça. Et comme enfant unique. Alors, ceux qui pensent qu'ils savent c'est quoi être un enfant roi, ils ont rien compris du tout. Mais on m'a inculqué de très bonnes valeurs, dont la simplicité, l'amour, le respect, la joie de vivre. Et oui, j'ai reçu beaucoup d'amour en étant enfant. Alors, c'est quelque chose que j'ai comme transporté avec moi dans ce pays froid. Mais bon, on aime le Canada parce qu'on est bien ici. Ma mère, elle est venue ici. Elle m'a laissé avec mes grands-parents. Elle est venue ici pour se procurer une meilleure vie. À l'occurrence, procurer une meilleure vie à sa famille. Alors, c'est ça. J'en garde un peu pour la suite. Oui, absolument. Parce que excuse-moi, je vais recommencer. Absolument, parce que tu es le fondateur de la maison M3 et de l'événement annuel M3, donc mode masculine Montréal. On va en parler aussi parce que comme on fait tout le temps à Refine on Tease, on commence avec votre jeunesse, puis on avance jusqu'à ce que on arrive à vos carrières respectives d'aujourd'hui. Donc, avant de rentrer dans le bain de vos carrières, peut-être nous dire, pour commencer, dans quel quartier vous avez grandi et je sais que, bon, Yves, tu l'as dit, tu es arrivé ici à l'âge de 8 ans, mais toi, Cano, est-ce que tu es né en Haïti, tu es né ici? Ça s'est passé comment un peu ton enfance, puis tu étais dans quel quartier? Moi, je suis née ici et on a vécu quelques années la jeune enfance dans Saint-Michel, un quartier qui, franchement, j'adorais beaucoup. On avait des voisins extraordinaires, italiens, avec qui on jouait. On partageait, nos balcons étaient séparés d'une clôture. Alors, la communication entre les deux familles était très, très, très facile. Et franchement, c'était une période pour moi vraiment d'innocence. Vraiment d'innocence. Tout ce qu'on connaît, les enjeux qu'on connaît aujourd'hui. Tu le ressentais pas? Non, on n'imaginait même pas que ça pouvait se produire. Comme le 11 septembre, ça, c'était loin. Franchement, même pas. Alors, c'est vraiment une période, cette jeune enfance à Saint-Michel, c'est vraiment une période de joie. C'est des jeux, c'est des fêtes à la maison, des grosses fêtes haïtiennes où les parents recevaient beaucoup. Et nous, on courait, on jouait dans la rue, dans le sous-sol. C'était l'innocence. Ouais. On buvait, bon, je devrais pas le dire là, mais on s'amusait à avec finir les fonds de crémasse, les fonds de Saint-Zano aussi. Est-ce qu'il y a un enfant haïtien qui a pas fait ça? Mais c'était génial. Pour moi, c'est vraiment, j'associe vraiment ce quartier-là, cette période-là à... T'allais à quelle école? À l'époque, j'allais à Stan, collège Stanislas. OK. Ouais. Y avait-tu un autobus scolaire qui venait vous prendre? Parce que c'est quand Non. même une distance... En fait, c'est papy qui nous conduisait à l'école. Tous les matins? Tous les matins. Puis plus tard, un peu plus tard dans l'enfance, mon père et mes parents se sont arrangés avec un couple d'amis qui avaient aussi des enfants qui fréquentaient le collège Stanislas. Alors, le papa venait nous chercher et on partait tous ensemble. Mais c'était, ouais, les parents... que des beaux souvenirs, c'est ça, de ton enfance? Ouais. OK. Ouais. Et toi, Yves, comment ça s'est passé pour toi, de quitter justement Haïti à l'âge de 8 ans, ce qui est assez jeune, d'atterrir sur une nouvelle terre où est-ce que, mon Dieu, il y a tellement de choses qui changent, la température, la nourriture, tout l'environnement, le rythme, le mode de vie. Donc, ça se passait comment pour toi? Ben moi, je viens d'une famille qui est encore et qui l'était très religieuse. Donc, le sens de la communauté, ça se passait beaucoup à l'église. Ma grand-mère, elle était très, très, très religieuse. Mon grand-père était un homme de foi aussi, mais avec beaucoup de rigueur. J'ai grandi, comme je disais, avec mon oncle, ma tante, ma grand-mère et mon grand-père.
Mais c'était des gens qui m'ont beaucoup couvé, mais dans le sens qu'ils m'ont donné énormément d'amour, énormément de valeurs, de principes. Parce que, bon, en plus, moi, j'avais déjà ma personnalité, mais ils m'ont toujours valorisé, ils m'ont laissé être 100% moi-même parce que j'étais radis. Je sais pas si ça a changé, mais bon, en tout cas, vous savez de ce que ça vient. Ça vient quelque part. Il faut que tu expliques, Yves, pour les personnes qui sont pas haïtiennes dans notre public, c'est quoi? Quand on dit qu'un enfant est radis, c'est quoi? C'est un sassy kid. Un sassy kid qui en fait à sa tête, qui va dire sa façon de penser. Il s'en balance des adultes. J'étais un enfant qui avait pas vraiment l'autorité. Je sais pas j'étais contre l'autorité, mais les adultes n'avaient pas vraiment beaucoup d'emprise sur moi. Donc, alors, par chance que j'étais quand même adorable. Donc, Ça t'a sauvé. Oui, ça m'a sauvé. Mais j'ai toujours, instinctivement, j'ai toujours été une personne très, très affirmée, même en étant enfant. Donc, quand je suis arrivé ici, oui, ça a été un choc, mais je me suis adapté quand même assez rapidement. Je me suis juste dit, bon, c'est un changement d'environnement, mais la personne que je suis est restée la même. Donc, j'étais un enfant quand même assez joyeux. Je me suis fait des amis très rapidement. Et à l'époque, dans les années 80, parce que mon nom, c'est Yvulis, alors dans les années 80, il y avait cette émission-là, ce dessin animé qui passait à tous les samedis, qui s'appelait Ulysse 31. Mm-hmm. Alors, à l'école, juste avec mon nom de famille, Ulysse 31, Ulysse. Alors, donc, je suis devenu populaire juste à cause de mon nom de famille. Donc, ça m'a aidé beaucoup à faire la transition. Et je me suis découvert aussi le talent du dessin. J'ai commencé à regarder Walt Disney. J'aimais beaucoup les dessins. Alors, je reproduisais les dessins. Alors, j'étais bon en dessin. Je me suis découvert ce talent-là. Et mais ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à m'adapter avec les jeunes. Donc Dans quel quartier, hein? moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Je suis arrivé sur le boulevard Roland, à Montréal-Nord, juste en arrière de l'école polyvalente Henri Bourassa. Okay. Et lui? Mais écoute, quand on est un enfant, hein, moi en Haïti, je me levais à tous les matins et tout ce que je voyais, c'était à l'horizon. Je voyais quelque chose de turquoise, le soleil qui frappait dessus et ça scintillait. Des belles maisons, une allée avec des belles maisons, des arbres, c'était vert partout. Alors moi, c'est ce que je voyais à tous les matins quand je me levais à tous les jours. Et alors, arriver ici, c'est ce genre de beauté-là, de nature-là nous reste dans la tête. Fait qu'il y avait quand même une énergie de positivité. Donc, je pense que c'est ça vraiment qui m'a aidé à m'adapter. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres personnes haïtiennes à ton école? C'était juste ça. Ben, oui, parce que je suis arrivé dans un quartier où c'était juste des Haïtiens. OK. Alors, donc, je me suis pas senti comme perdu. Je me suis fait des amis, les voisins avec qui j'ai commencé à jouer à l'époque. C'était juste dans le bloc. Nous sommes encore amis aujourd'hui. Wow. Et après ça, nous avons déménagé un petit peu plus loin. On les a perdus de vue. Et comme par hasard, on a déménagé pas loin de la place Bourassa. Et eux, ils restaient pas loin non plus. Fait qu'on s'est retrouvés. Donc, c'est une amitié qui dure depuis au moins 45 ans. My God, quand même. Ouais. Donc, fait que oui, on a beaucoup joué ensemble. On a fait les 400 coups ensemble. C'était des bons kids aussi. Mais quand je dis 400 coups, les jeunes, ce qu'ils font de mieux, c'est de s'amuser, quoi. Et on jouait beaucoup ballon chasseur ensemble. Non, c'était vraiment une très belle époque. Les années 80, grandir dans les années 80, c'était extraordinaire. C'était vraiment quelque chose. Je ne vais pas dire que je suis nostalgique, mais je suis heureux d'avoir grandi à cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nonchalance, il y avait une connexion que les gens pouvaient avoir ensemble. Et comme aujourd'hui, j'ai encore ces mêmes amis-là. Donc, c'était pas... Il y avait aussi... Oui, vas-y. Je veux pas te couper, mais il y avait aussi le respect. Le respect de l'autorité, des parents, des gens, des aînés qu'on croisait. Des professeurs. Ouais. Petit, on saluait les policiers quand ils passaient dans la rue. On les saluait, puis c'était... Mais l'enfance, pour moi, c'est la période la plus extraordinaire parce que tu as cette innocence-là qui te donne la force et l'opportunité de voir que tout est possible.
Alors pour moi, dans ma tête, tout a toujours été possible. Et peu importe l'adversité. Et aussi, quand on arrive à Montréal-Nord, on est entouré de Blacks. On ne comprend pas non plus la réalité de nos parents qui sont les premiers arrivants. On ne comprend pas leur réalité, qu'est-ce qu'ils vivaient et pourquoi parfois certains pouvaient être quand même assez aigris et fâchés et de mauvaise humeur parce qu'ils ont quand même laissé une condition qui était très bien pour eux dans leur pays pour venir dans un endroit où ils sont totalement dévalorisés. Mais nous, en tant qu'enfants, on comprend pas ça tout de suite, mais c'est seulement plus tard, avec le temps qu'on voit les sacrifices qu'ils ont faits. Et oui, c'est frustrant quand t'as une bonne position proche du gouvernement ou des études et tout ça, et que tu arrives ici, c'est pas reconnu. Alors, ce qu'ils ont fait dans les années avant les, d'après ce que je peux comprendre, avant les Olympiques, ils ont pris tous les immigrants, tous les Noirs, ils ont tous envoyés à la même place. Absolument. Une forme de racisme systémique. Et bon, c'est quelque chose qui se répète parce qu'on le voit maintenant, je ne veux pas le dire comme ça, mais les gens qui viennent du Maghreb, c'est les nouveaux Blacks. Ouais. Alors, on fait exactement la même chose avec eux. Combien de gens qui ont énormément de valeur, de potentiel et qui sont obligés de faire du taxi. Et mais parce que c'est ça la réalité du racisme systémique. Mais ça, c'est des choses que nous, dans les années 80, on voyait pas. C'est parce que les parents aussi, je pense que un autre élément, c'est que les parents ne communiquaient pas cette souffrance-là. Donc, ils partageaient pas nécessairement avec leurs enfants ou à la maison, on n'entendait pas, du moins de mon propre souvenir, j'ai jamais vraiment entendu mon père se plaindre du racisme qu'il vivait, mais pourtant, c'est des années plus tard, parce que en grandissant, on a commencé aussi à devoir aller sur le marché du travail, à devoir faire face un peu à cette réalité-là qui nous était un peu protégée. On voyait nos parents fâchés, frustrés, puis il y en avait même que, bon, ils passaient leur rage sur leurs enfants, leur frustration, puis ça créait beaucoup de ressentiment puis de trauma dans beaucoup de familles noires. Ben, je pense que tu touches à quelque chose parce que ces choses-là, les non-dits, c'est quoi l'expression qui dit les mots M-O-U-T, s'ils ne sont pas dites, elles se transforment en mots M-A-E-X. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui représentait beaucoup, du moins des souffrances de nos parents puis de la famille noire afro-descendante de manière à généraliser, mais sachant que c'est pas l'expérience de tout le monde. Là. Pour vrai, chez nous, en grandissant, nous, on avait un père qui était artiste, mais qui intellectualisait beaucoup les choses, puis qui nous parlait justement. Nous, on a été préparés, en fait, pas préparés, conscientisés justement à ce racisme. Mais c'est vrai que on en entendait parler, on lisait un peu là-dessus. On voyait ce qui se passait un peu aux États-Unis. Mais encore là, dans notre tête d'enfant, à grandir dans les années 80, c'était loin. L'innocence. C'était du La La Land. C'était du La La Land. Je peux tout à fait comprendre et relate avec ça, mais justement, je sais que tu m'avais déjà raconté une anecdote qui s'était passée un peu plus vers l'adolescence, à l'époque justement que tu étais à l'école secondaire, puis j'aimerais ça que tu nous racontes justement c'était comment d'aller à cette école secondaire. Tu as parlé un peu, c'était l'époque des skinheads. Oui. Ouais. En fait, moi, j'ai ma petite enfance, j'ai passé ma scolarité au collège Stanislas. Mais après, j'ai quitté parce que, en fait, les parents trouvaient que cette école-là n'était pas adaptée pour moi. J'étais plus l'artiste de la maison famille. Et de la famille. Et je trouvais ça un peu lourd. Alors, ils m'ont changé d'école, puis ils ont décidé, bon, on va essayer le système québécois. Et du coup, moi, j'allais à l'école dans l'Est, dans le quartier Hochelaga, Maisonneuve. Et c'était dur. C'était vraiment dur parce que là, à l'époque, bon, là, on parle de secondaire 1, secondaire 2. À l'époque, c'était vraiment... c'était l'époque où il y avait beaucoup de skinheads. Et on devait faire très attention quand on sortait parce qu'on risquait de se faire attaquer, battre, peu importe l'âge qu'on avait. Alors... Et ça se passait comment? Tu sais, on essaie de se mettre un peu dans ta peau, donc tu finis l'école. Ça se passait comment pour rentrer à la maison? Je cours.
Avec Et- des amis, tu sais, est-ce qu'il y avait comme un petit plan de match pour se soutenir là-dedans en jeunes Non, en fait, élèves noirs? à l'époque, en plus, il y avait pas... L'école que je fréquentais, cette école-là, il n'y avait pas beaucoup de De Noirs. personnes noires? Non. Alors, Oh, wow. dans ma promotion, on était peut-être 2 ou 3, mais on était vraiment comme Saupoudrés, là, dans saupoudrés les un classes. peu. Alors, on n'a jamais eu vraiment l'occasion de se croiser ou de se retrouver quoi, dans la même classe. Et moi, ma stratégie, c'était de courir, mais de courir très, très vite. Et c'est là que j'ai appris, en fait, à courir vite, à courir vite et à me passionner un peu plus tard pour La le course, sport. ouais. La Mhm. course. C'est quand même Wow. une expérience Ouais. traumatisante de devoir, tu sais, comme après l'école, normalement, les jeunes, on chill ensemble. Des fois, on chill tellement qu'on avait peur de rentrer à De la rentrer, maison parce qu'il en était trop retard, tard. de Ouais. prendre un bâton. Ouais. Puis t'as, dans le cas de Cano, elle qui est stressée, puis de terminer l'école, puis de courir pour... Pour rentrer à la maison, Oui. c'est ça. Puis est-ce que tu en parlais à tes parents ou justement tu cachais ça pour pas leur donner un stress supplémentaire? Je leur en parlais pas. Je leur en parlais pas parce que, pour vrai, moi, je me suis jamais fait attraper puis frapper. J'arrivais toujours à courir vite. à courir, à sortir et à pas me faire attraper, quoi. Mais un jour, mon père, effectivement, je m'étais cassé le pied. Et mon père est venu me chercher à l'école et c'est là qu'il a senti Il y avait quelque chose. Ouais. Et l'année suivante, ils ont décidé de me retirer justement de cette école-là pour me mettre dans une autre école. Et là, je me suis épanouie. Mais ça a quand même duré 3 ans. Hein? Quand même de souffrance, Ouais. là. Fait que dans le fond, il n'y avait pas les profs. Est-ce qu'il y avait comme des adultes? Est-ce que c'était quelque chose qui était discuté à l'époque? Je veux dire, c'est quand même un racisme qui est assez in your face. Ouais, les choses se ça. passaient, puis il y a des histoires quand même assez fous. Tu sais, je me souviens, le livre de, justement, Ted Rutland et pourquoi j'oublie son nom? Le premier, celui qui a été considéré comme le premier gang de rue, si je ne me trompe pas, Maxime, les Bélangers. Les Ça, Bélangers. je peux en parler, par exemple. Oui, fait que parle-nous Je peux en de parler. ça parce que ça fait vraiment un lien avec qu'est-ce que Cano raconte. Donc, Yves, toi qui as grandi à Montréal-Nord, tu as probablement connu les Bélangers ou tu as vu cet environnement-là de... J'entendais parler des Bélangers, des Master B. Ouais, les Ouais, Master Parce B, que c'est ça. c'était Beauvois, c'était ça son nom, Beauvois. Alors, c'était Master B et les Bélangers. Donc, moi, je commençais à peine mon adolescence et j'entendais parler des gangs de rue. Et les skinheads, c'était quelque chose qui faisait peur. Alors, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gangs de rue, c'est parti de ça. C'était une bande de gang de jeunes noirs qui se sont mis ensemble, puis ils en avaient marre de savoir que les gens de leur communauté se faisaient tabasser. Alors, ils se sont mis ensemble, ils ont créé des gangs, ils ont commencé à tabasser toutes les skinheads. C'est pour ça qu'ils ont disparu. C'est pour ça C'est pour ça qu'il y en a plus. C'est pour ça qu'on a été correct. C'est pour ça qu'ils ont disparu. Thank you. Alors, Shout non, out. mais c'est ce qui est arrivé. Mais de là, après ça, bien sûr, le crime organisé, ces gens-là ont commencé à les recruter pour faire autre chose. Puis c'est là que c'est devenu... Ouais. Mais Montréal-Nord, on disait que c'était dangereux parce que c'est de la fausse publicité, dans le fond. Oui, ça pouvait être dangereux, mais moi, en tant que personne de la communauté, je ne ressentais pas le danger, au contraire. Tu te sentais plus en sécurité Je me qu'autre sentais chose. beaucoup plus en sécurité. Mais parce que des Blancs se sont fait battre, qui sont les skinheads, qui, eux, c'était tout simplement du pur racisme. Alors là, c'était une réponse à ce racisme que des jeunes de la communauté se sont mis ensemble, ils se sont mis à battre les skinheads, ce qui fait qu'ils ont disparu. Mais après cela, c'est sûr que, bon, on connaît la suite. Mais moi, j'ai grandi, je suis quand même allé à Henri Bourassa. C'était comment? Parce que moi aussi, j'ai fait tout mon secondaire en Bourassa, fait que je veux t'entendre sur Ben, comment moi, ça se passait pour Bourassa, toi. J'ai connu la danse Henri Bourassa. Oh my God! Alors, c'était le hit. Mais ce que les gens certaines personnes, les générations Z, les générations suivantes ne savent pas, c'est que moi, je viens d'une génération où ce que les jeunes, on s'exprimait beaucoup par la créativité et la danse. Alors, à tous les vendredis et les samedis, il y avait la danse Henri Bourassa.
Alors, la danse, tout le monde se préparait pour aller à la danse parce que c'était là que tu fais lâcher ton fou, danser, tout ça. Donc, tout le monde s'habillait. Tout le monde s'habillait pour sortir, pour aller Yes. danser. Après ça, le dimanche, il y avait le 13e ciel, où ce que les gens allaient. Oui, parce qu'il y avait des discothèques pour ados. Mais oui, 14-18. Mais en fait, si tu parles... Comment ça s'appelle, t'as dit? Il y avait la danse Henri Bourassa, il y avait le 13e ciel, il y avait le dance music à Est-ce que le Saint-Léonard. 13e ciel, c'est ce qui a remplacé ce qui est devenu le Paradise? Parce que nous, on a connu le Paradise Peut-être. qui était à côté du cinéma 2,50. Peut-être. Juste le à Paradise, côté. c'était un sur club Saint-Grégoire, hein, le 13e ciel. OK. Non, le- nous, c'était la comme... pause du plateau. Saint-Laurent, c'est Montréal-Nord? Saint-Grégoire, non. Non, Henri c'est Bourassa, ça, la nous, danse c'est à Henri Bourassa, Montréal-Nord. c'était à l'école Henri Bourassa. OK. OK. Fait que ça OK. se passait comment, la danse? Ah, mon Dieu. Allez chaud. Mais c'était l'endroit où ce que les gens pouvaient se rencontrer, pas juste aller à l'école, mais c'est là que beaucoup de couples se formaient. Ah. Mais Parce c'était où que- les surveillants? Quel surveillant? Non. Mais c'est des ados, puis c'est tout le monde dans le même âge, et on boit pas d'alcool, il n'y a pas de drogue. Mais il y qui a rien de organisait ça? C'était Henri Bourassa lui-même. C'était l'école? C'était l'école lui-même. L'école Laguet? Ouais. C'est la danse Henri Bourassa. C'était l'école lui-même qui permettait qu'on ait une danse. C'était dans la cafétéria. Il tassait barricadait les tout. Il tables. mettait. Ouais. T'arrivais là, t'avais les boules disco et les Oh trucs. my et tout God. ça, les Non, mais lumières. fun. Et c'était gros installé. speakers. Ouais, c'est ça. C'était installé là, puis on dansait, puis on se challengeait en dansant et tout. Puis à un moment donné, bam, il y avait des slows. Fait que là, c'est sûr, les gens, ils se checkent, là, disent, je vais demander à celle-là, puis là, ça commence à danser, je vais demander à celui-là. Les filles attendaient, les gars allaient les chercher, là, les slows commençaient, ils t'as plugué. Mais c'est Pas tout le monde ça. va comprendre ça. Les là, miens mais- fermés. Les miens fermés, les miens tamisés. Fait que là, c'est là que ça commençait. Il y a beaucoup de gens qui ils ont rencontré leur conjointe et leur conjoint à la danse Henri Bourassa. Il y en a qui sont encore ici, encore Encore en ensemble couple? aujourd'hui. Oh my Fait- God. Puis ma bande d'amis, moi, j'ai des couples qui se sont formés durant l'adolescence qui sont encore ensemble aujourd'hui. My God, ils doivent dire merci à HB. J'en viens pas qu'il y avait ça dans votre temps. Ça a changé maintenant. Je trouve que c'est rendu genre fast-food humain. On prend pas le temps de connecter, tu sais, c'est avec ça. les téléphones cellulaires. Ça C'est ça. enlève la connexion Ouais. à l'autre. Ouais. Parce Cette qu'on a connexion eu humaine. on a eu des danses aussi C'est vrai, on au en a eu. secondaire, mais Ouais. c'était, je pense qu'on était dans la période de transition. Mais c'était Dans- correct encore. Il n'y avait pas vraiment. Les personnes qui avaient des téléphones, moi, je me souviens, c'était comme les personnes les cool. hype, les cool Ouais. qui avaient le Nokia. Ouais. C'est les petits Ou Nokia les pagers, transparents, genre, les pagers. les pages, ouais, c'est ça. C'est comme, ça commençait, mais moi, je suis contente, comme je le dis souvent, de notre génération, puis votre génération aussi, d'avoir grandi dans une époque où est-ce que les téléphones cellulaires étaient quasi inexistants, où est-ce que les gens pouvaient faire leurs trucs, danser, vomir. Il y avait juste les personnes dans la soirée qui le savaient, puis le lendemain, comme, OK, le lundi, on en parlait un peu, mais ça s'arrêtait là. Là, c'est- De même, aujourd'hui, c'est comme, pauvre les Gen Z. Tu vas dans une soirée, Tout est il t'arrive filmé. quelque chose, Ginette, à Saint-Léonard qui était pas là, est au courant, tu sais, que t'as vomi, ça n'a aucun sens, tu sais, c'est comme, elle était même pas là au elle party. voit le live Elle en voit le direct live sur son sur téléphone. Everything that's in the internet, ça reste là à Ouais. vie, genre. Ça me fait peur, ça me fait peur. Mais en tout cas, fait que là, il y avait la danse, Ouais. HB, ça, c'est la- fou ouais. que vous avez eu la chance d'avoir ça. Shout-out à Henri Bourassa pour ça. J'ai une Ouais. belle adolescence. Ouais, mais après, comment ça se passait? Comment les clubs pour ados? Les clubs pour ados, mais c'était les mêmes. C'était les mêmes. Fait que tu retrouvais Ok. souvent les gens qui allaient à Henri Bourassa le vendredi, parce que c'est vendredi, ils allaient au dance music le samedi. samedi. Après ça, le dimanche, ils allaient au 13e ciel. Pieds Fait qu'on poudrés. se revoyait tout le temps. Ah ben ouais, on Eh était bien, plus poudrés. nous pas à l'église. Nous, pas à l'église! L'église. Mais c'est non, pas ça? l'église. Non, l'église. Comment ça, vous n'allez pas à l'église? On y a été plus jeune, mais Mais c'est vient ça. un moment où on a cette quête de liberté. À quel on a moment envie vous êtes rebellé de vos parents, d'ailleurs? 8 ans. J'adore. Rebeller, non. On pouvait Non? pas vraiment chez nous se rebeller. Vous n'avez jamais essayé de faire Non, des non, fugues? non. Oh mon Dieu, non. Mais à l'occurrence, c'est quand Mais- c'est des... Vas-y. Non, mais non, pour dire, non. Nous, c'était, franchement, à l'adolescence, c'était bien. En Ouais. fait, c'était bien, puis j'arrête pas de le dire, j'arrête pas de répéter. Ah, Mais pourquoi? à l'adolescence, Qu'est-ce que tu trouvais qui était vraiment bien? l'époque était douce. Il y avait pas de, tu sais, on pouvait être ado, on pouvait crier dans la organique. rue, on pouvait courir, Il n'y avait pas de stress. il n'y avait pas de stress.
Puis on avait aussi cette bande d'amis, tu sais, comme connus depuis la petite enfance, avec qui on C'est traînait. serré. C'est ça, avec qui on traînait. Puis c'était... oui, on sortait en club. Et il y avait aussi cette culture des fausses cartes. Alors, nous, on se faisait faire des fausses cartes pour pouvoir sortir en club. Mais on allait camper. On aimait recevoir aussi. On se faisait des gros parties, là. Tu sais, de gros parties, là, à la maison. Dans le sous-sol. Quand les parents n'étaient pas là. Et les parcs aussi. Ah, mon Dieu, on a tellement traîné dans les parcs. dans le parc Beaubien, là. On a tellement chillé là. Puis... traîner là, à refaire le monde. Et quand vous sortiez, là, est-ce que vous aviez comme des heures pour rentrer? Parce que moi, je me souviens que nous, comme, il fallait que je supplie mon père, puis là, il fallait que la mère de mon ami appelle pour dire oui, ils vont le vindom il a Kaila, puis là, c'était comme OK, à quelle heure qu'ils vont rentrer? Est-ce que vous aviez comme des heures qu'il fallait absolument pas dépasser, sinon c'était... Mais nous, les garçons... C'est ça. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Moi, j'avais 0 compte à rendre. Je me suis réveillé à 8 ans. Si j'étais ta mère, t'as regulate, Tom. Si j'étais ta maman, t'as fait marcher SS. Hashtag radis, OK? En passant, je peux pas te couper, Yves, mais j'ai réalisé des années plus tard qu'est-ce que ça voulait dire quand nos parents nous disaient ma formaché SS. Ça réfère à Hitler, ça réfère à comme dans les SS. C'est-à-dire, je vais te faire marcher droit, ma formaché SS, comme chez les SS, là, c'est comme ton pied dépasse, tu sais, tu seras battu. Fait que c'est quand même fou que des années plus tard, j'ai calculé comme ma formaché SS. Comme chez les SS, ça marchait bien droit, trop droit, et si ça dépasse, on chierait. Comme, hey, en tout cas. C'est vrai que les parents niaisaient pas, là. Non. Fait que vous n'avez pas d'heure de rentrée, mais toi, Yves, c'est ça comme tu dis. École laguée. École laguée. On était tellement encadrés aussi, avec les valeurs, les principes. Moi, j'ai grandi avec 4-5 adultes, de 0 à 8, fait qu'on m'a quand même bien encadré. Si je dis, je sais pas c'est quoi le bien puis le mal, là, j'ai un petit problème. T'avais une tête sur les épaules. J'avais une tête sur les épaules, fait que c'est sûr que... En plus, j'ai une tête chaude, hein? Ma tête est chaude. Fait que, anything goes. Donc, une chance que j'avais, j'étais quand même groundé. Mais c'est ça, c'est surtout les valeurs, les principes qu'on nous donne. Tu fais attention, tu surveilles, tu analyses qu'est-ce qui se passe alentour. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui est louche, tu te retires de ça, tu sais. Mais c'est aussi la capacité de choisir ton environnement, tes amis. Moi, je suis influençable, mais... jusqu'à une certaine limite, j'imagine. C'est parce que je m'influençais moi-même, c'était ça. J'adore. Mais j'avais des gens qui étaient super droits aussi. Mais tous ces amis-là, que j'ai la majorité, nous sommes encore amis. C'est fou, c'est beau quand même de voir que... C'est comme vous le dites, dans ce temps-là, il y avait comme une amitié qui se construisait, mais ça se construisait vraiment sur des relations humaines, sur quelque chose de plus solide, peut-être qu'aujourd'hui. Mais tu sais, moi, je vous entends, puis vous êtes comme, c'était beau, c'était bien, mais il y avait quand même des choses qui devaient vous énerver, non, dans la maison, tu sais, en termes de responsabilité. Vous n'avez pas senti que vous avez dû grandir un peu plus vite que vos amis blancs, par exemple? Parce que, tu sais, nous, moi, je le sentais un peu en termes de responsabilité. Ah, t'avais pas d'amis blancs? J'ai grandi à Montréal-Nord. Okay. Alors, tout mon environnement était black. Mais oui, il y avait des blancs dans l'école. Il y avait des... Oui, mon propriétaire en bas était des Italiens. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas... J'ai connu des Québécois, oui, mais c'était des Québécois qui se tenaient avec des gens de la communauté. Fait que quand je dis que j'ai pas d'amis blancs, c'est parce que c'était pas majoritairement des Québécois. Fait que t'as pas vu cette différence-là? J'ai pas ressenti trop le racisme. J'ai pas ressenti... Pas tant le racisme, mais en termes d'éducation. Parce que, tu sais, moi, je me souviens quand j'étais au secondaire en Henri Bourassa, j'allais des fois chez mes amis blancs, je devais les coiffer ou des choses comme ça. Puis il y en a un qui est comme, mais la maman, tais-toi, ta gueule, là, tu parles trop. Tu sais, qui va dire, comme ça. Moi, j'ai pas connu ça. Moi, j'étais comme, oh my God, moi, j'ai connu ça. Puis ça m'a choqué après versus... Ça m'a fait voir, en fait, ma réalité. J'ai comme réalisé qu'il y avait d'autres réalités qui existaient, puis que c'était pas un one size fit all, là, l'éducation. Comme mes amis, à moi, c'est comme... J'avais un peu d'autres origines, genre dominicains, québécois, mais ils avaient quand même le respect pour les parents, puis les parents allaient quand même... mais les parents, ils réagissaient, mais il y avait... Parce que moi, pour avoir eu plusieurs amis de différentes origines, j'ai quand même vu cette différence-là de... Tu
l'éducation haïtienne, à l'africaine, j'ai l'impression il y a un petit quelque chose d'unique, là. Il y a quelque chose Ouais, je d'unique, sais pas. mais même les Québécois, genre, comme je prendrai en exemple un de mes ex, que quand j'étais au secondaire, début, François, Jean-Paul de Carotte, il avait peur de sa mère, là. Sa mère était sévère comme ça, se peut pas. Puis moi, j'étais comme, comme, il y a des parents blancs qui sont sévères comme ça. Ouais. Tu sais, ils avaient Puis, vraiment le respect pour les parents, puis t'es comme, il faut que je fasse attention. Hélène, il appelait sa mère par son son nom. prénom, mais il Ouais. était comme, des fois, il tremblait, là. Il avait... Non, moi, je me souviens que comme il y en a qui pouvaient rester chiller, puis moi, j'étais comme, non, moi, je dois y aller, je dois rentrer. Les autres, c'était comme, ben non, c'est pas grave, là, ma maman est correcte, là, je l'ai appelé, j'ai dit que nanana, puis j'étais comme, moi, si j'appelle mon père, puis je dis que nanana, de what, comme, tu rentres chez toi. Mais aussi, les parents nous connaissaient. Fait que tous les parents connaissaient les parents des jeunes. Fait que nous, on était vraiment une grosse gang. Mais c'est Nadège Saint-Philippe, elle faisait partie de ma gang, par exemple. Fait qu'on on a grandi ensemble. Quel amour. Et oui, c'est un amour. Et écoute, il n'y en avait pas de problème parce que les parents savaient qui fréquentait qui. Et on avait nos amitiés, c'était comme une fratrie. Alors finalement, on était toujours ensemble, tout le temps ensemble, que peu importe l'endroit, on était tout le temps ensemble. Même à l'école, on s'assoyait ensemble. Au dîner. Au dîner, on s'assoyait ensemble. Après ça, dès qu'on avait une pause, on se rejoignait. Aussi, quand on sortait, ben c'est la même chose. On était tout le temps ensemble. Fait que c'est... En grandissant dans les années 80, le sens de la communauté, le sens de la fratrie, c'est quelque chose avec lequel que nous avons grandi. Et c'est pas parce que les parents étaient sévères ou les parents étaient stricts, oui, mais ils nous faisaient confiance. C'est sûr qu'on surveillait beaucoup plus les jeunes filles parce ça, que tu c'est peux plus le dire, dangereux. Ça, ou qu'à dire une fois? Parce que il y a beaucoup de vagabonds dans la rue, là. Mais j'ai eu l'opportunité de grandir avec des jeunes garçons qui sont devenus des hommes, des jeunes garçons incroyables qui sont devenus des hommes extraordinaires et des pères respectables. C'est tellement beau à entendre, ça. Donc, alors, on a tous à peu près les mêmes valeurs. Et pour moi, c'est pour ça que quand je les revois, maintenant, il y en a un qui va avoir tel âge, ils ont des enfants, tout ça, je les vois et ils n'ont pas perdu de leur jeunesse. Ils sont toujours aussi rigolos, ils ne se prennent pas au sérieux. C'est comme si on n'avait pas changé. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Mais c'est ça que j'aime de vous. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a connecté. C'est parce que moi, vous m'inspirez. I have to give the flowers. C'est que vous ne perdez pas votre jeunesse. Et malheureusement, c'est quelque chose, des fois, dans la communauté, les gens se perdent. Ils perdent ce spark-là. Ben, c'est parce qu'on dirait qu'on devient... Il y a comme un peu... Tu sais, dans une éducation un peu traditionnelle, tu sais, typique haïtienne, souvent, ben, tu sais, tu grandis. Il y a comme des étapes à C'est respecter. Puis on dirait qu'à un moment donné, comme tu dois devenir un peu plus sérieux, t'es adulte, la vie est difficile, Shaila à loup. Tu sais, c'est comme... C'est T'as pas le temps pour Mais on a vu aussi nos sérieux. parents. On a vu nos parents lutter. Alors, à quelque part, on n'a pas eu besoin qu'ils nous expliquent. On le vivait. On les voyait partir tôt, revenir tard. Et on savait qu'il y avait quelque chose qui manquait, surtout qu'on comparait notre famille aux autres familles plus québécoises. Parce que moi, contrairement à Yves, moi, mes amis ont toujours été majoritairement québécois, français, italiens. Et c'est drôle parce que chez eux aussi, il y avait cette même rigueur au niveau de la discipline et tout. Alors, mais c'est vrai que chez nous, c'était un peu plus, c'était beaucoup plus rigoureux. Un petit peu plus, là, tu sais. Oui. Mais c'est ça, on a eu la chance d'avoir des amis qui aussi comprenaient parce que c'était aussi la même, la même chose, chez c'est eux. ça. Est-ce que tu peux dire que vous aviez une forme de solidarité? Moi, je dirais que oui. Ouais. Solidarité, mais c'est aussi cette compréhension. On se comprenait. On se comprenait, puis c'est ça. Mais shout-out à vous de ne pas avoir perdu votre joie de Ouais, on lève nos verres parce que vraiment, vous nous inspirez à tellement de niveaux. On va tasser ça 2 secondes, puis on va faire un petit montage. Un petit cheers. Santé. 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 Marie, la chaud sur nous, là. OK. Avec un petit montage, oui. Mais aussi,
comme de dos. Tu sais, c'est. Moi, avec l'éducation que j'ai eue par mes grands-parents et l'entourage que j'ai eu, les amis avec lesquels j'ai grandi, c'est quand je vois des jeunes aujourd'hui qui font n'importe quoi et qui se promènent et qui se jettent à terre, qui sont en train de vomir, les gens, ils les filment, c'est là. Moi, s'il y a une chose qu'on m'a appris, c'est de la discrétion. En grandissant dans mon éducation, puis je pense qu'on est tous comme ça, OK? De savoir se tenir en public. Puis je pense que cette droiture. La droiture, cette rigueur-là que moi, j'ai eue dans mon éducation, c'est ça qui me permet de marcher la tête haute. Pas marcher la tête haute en voulant dire je suis meilleur que quelqu'un d'autre, mais de savoir que j'ai fière allure et je ne donne aucune raison, parce que quand on a la peau foncée, c'est facile de se faire critiquer. Absolument. Alors, de ne donner aucune raison, ni aux gens de la communauté, ni aux autres, de passer des commentaires désobligeants par rapport à qui nous sommes, notre style ou quoi que ce soit. Moi, parce que j'ai une petite anecdote ici, moi, j'ai fait mon coming out, j'avais 19 ans. Wow. Et je viens de Montréal-Nord. Alors, dans les années 90, c'était un scandale. Justement? C'était un scandale pour eux. Hein? C'était un scandale pour eux. Ben, radis que je suis, moi, j'ai dit, écoutez, vous vous arrangez avec ça. C'est pas mon problème. Moi, c'est pas vrai que je vais marier quelqu'un, avoir des enfants, sacrifier sa vie pour me cacher. Alors, moi, c'est hors de question que je gâche la vie de quelqu'un. Moi, je vais vivre ma vie comme je l'entends. Bravo. Et je suis bien dans ma peau. Moi, on m'a élevé comme ça. On m'a laissé être, comme je le disais. Mes grands-parents m'ont laissé être. Mais comment ça t'as se voyait que trouvé ce j'étais courage? différent. Pardon? Comment tu as trouvé quand même le courage? Parce que, tu sais, dans les années 80, sans rentrer dans tous les défis que vivaient les personnes des communautés queer et LGBT, c'est quand même, et en plus, provenant d'une famille haïtienne noire traditionnelle, c'était pas toutes les semaines qu'il y avait quelqu'un qui faisait son coming out, là. Donc, où est-ce que tu as trouvé ce courage, puis de juste faire, you know what, oui, tu sais, tu parles beaucoup, t'es radis, puis tout ça, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur de toi qui a une force, là. Ben, ce courage-là, je pense que je l'ai reçu depuis Bon, on vient au monde avec une essence, hein? Mais aussi, j'ai reçu tellement d'amour, tellement d'attention qu'on m'a donné la possibilité d'être, comme je disais, mais aussi, on m'a fait comprendre très tôt que j'avais quelque chose de beau à apporter aux gens, à apporter à l'humanité, à apporter aux gens alentour de moi. On m'a fait comprendre très jeune que j'avais la capacité d'amener de la joie dans la vie des autres. Quand j'allais à l'église, ils chantaient une cantique. Moi, je montais sur l'autel puis je chantais ma propre cantique et tout le monde me suivait. On m'a dit que c'était le genre d'enfant que j'étais. Donc, tu sais, mais à la base, c'est l'amour que j'ai reçu, l'amour que j'ai reçu, l'amour propre qu'on m'a donné. Moi, mes grands-parents et ma famille, les membres de ma famille, parce que ma mère, elle m'a laissé, j'avais 1 an. Elle est venue au Canada et je suis rentré la rejoindre à l'âge de 8 ans. Alors moi, ça a été de 0 à 8. C'est une période qui est extrêmement importante pour les enfants et c'est là qu'ils forment beaucoup leur personnalité. Absolument. Et moi, ma personnalité s'est formée à travers l'amour que j'ai reçu. Et sachant que je suis aimé, pour moi, et je m'aime aussi, on s'entend. Pour moi, c'est ça. J'ai reçu un amour inconditionnel, alors... ça donne quand même une protection, tu sais, puis un sens de... Il n'y a rien qui peut m'arriver parce que peu importe ce que les gens à l'extérieur vont dire, vont essayer de faire, tu avais quand même cette espèce de cocon de protection qui... De protection. On m'a mis sur un piédestal dès l'enfance. Donc, je savais très bien qui j'étais, puis que peu importe ce que j'allais devenir plus tard, je savais que ça allait être quelque chose de beau. Alors, je me suis accepté, tout simplement. Ça a été facile pour moi. Dès que j'ai compris que c'était ça, j'ai pas hésité, j'ai appelé tout le monde et je leur ai dit, c'est ça. Je suis tellement contente d'entendre ça, puis je suis fière de C'est toi. inspirant. C'est vraiment inspirant. Puis la façon que tu le racontes, c'est de l'air tellement comme simple. Ouais. C'est comme je les ai appelés, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais c'est comme... Je peux même pas imaginer le moment, puis tu sais, des personnes que nous, on côtoie, qu'on connaît, qu'il y a certaines personnes qui sont... tu sais, caché, que c'est encore aujourd'hui, même s'il y a eu des avancées, il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais, tu sais, je peux pas imaginer que toi, à cette époque-là, où est-ce que c'était encore plus difficile, puis encore aujourd'hui, même si que les choses se sont améliorées, il y a beaucoup de personnes qui oseraient même pas faire ce que tu as fait. Tu sais. Parce que Ben, moi, c'est parce que je n'ai jamais
ça n'a pas été facile non plus, l'adolescence. À un moment donné, au début de l'adolescence, j'avais pas de style, je savais pas trop comment m'habiller. On me traitait de Jesscom, on se moquait de moi. Et une année, comme ça, j'ai décidé de changer complètement mon look. Je suis arrivé avec un look totalement différent. Qui t'a inspiré? C'est Dans les la vedettes, révolte. La révolte, oui. Une forme de révolte. Je me disais, non, c'est pas vrai que j'ai laissé les gens me traiter de cette façon-là, puis me bully, etc., etc., etc. Je suis arrivé avec la première chemise à pois à Montréal-Nord, dans les années 80, du château. Le château. Parce que nous, on a travaillé Le château. Et une Jean-Claude Poitras. Et je suis arrivé avec ça, un nouveau look, nouveau style. Tout le monde était comme, hey, qu'est-ce qui se passe avec là? 2 semaines après, tout le monde avait une chemise à Chemise pois. à pois, clairement. OK? Fait que c'est comme ça que j'ai compris que j'avais un certain... Une influence. Les influenceurs, là, ne l'avez pas pantoute. Allez faire des non, je fais des blagues. Je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y avait quand même des femmes qui étaient sur le bord de Yves au secondaire. C'est sûr que oui. Oui, oui, Puis oui. qu'ils ne savaient pas, c'est sûr. Non, peut-être même qu'ils le savaient, mais comme... tu sais, J'ai eu des copines, Ils ont essayé. J'ai eu plusieurs copines, mais... T'as le goût même pour Yves. Oui. C'est tellement été connaît. J'ai Because you eu look de très good. belles You look années. good. Because you look good. J'ai eu de très belles années. J'ai eu beaucoup d'amis. J'ai encore beaucoup d'amis. Mais j'ai une superbe adolescence. J'ai une superbe adolescence. Quand j'ai fait mon coming out, c'est sûr que tout le monde, ça a déçu énormément de personnes parce que les gens de la communauté ne savent pas ce que c'est, ne comprennent pas, c'est mal vu. Les gens, la majorité des gens sont religieux. Alors, ils pensent que c'est un vraiment... péché. C'est un péché, j'allais en enfer, blablabla. Je les écoute. C'est l'enfer ici, là. Ça peut pas Il n'y en être aura pire. pas d'autres, c'est ça. Ça peut pas être pire. Donc, mais les gens, je pense que c'est parce qu'ils se sont rappelés de la personne que j'étais. Ils ont passé par-dessus ça. Puis aujourd'hui, je peux affirmer que, bon, ça fait... Là, je vais dire mon âge, j'ai 53 ans. Je suis sorti, j'allais avoir 20 ans. Ça va faire 33 ans que j'ai fait mon coming out. Et, tu sais, je suis épanoui. Toute ma famille sait, toute ma famille est au courant, tous mes amis, tout le monde est au courant. J'ai rien à cacher à personne, alors je suis Libre, tu as les épaules légères. Les épaules légères. Et ce témoignage, c'est pas pour encourager qui que ce soit à aller faire... non, c'est juste être soi-même. Quand on est nous-mêmes, on ne peut ne pas être aimé. C'est quand on fait un semblant d'être quelqu'un d'autre. Et là, ça cause un problème. C'est très beau. Merci pour ce... Merci pour ce beau partage. C'est magnifique. C'est vraiment inspirant. Puis juste une petite anecdote parce que back in the day, je pense que dans le temps que je t'ai connue puis j'étais étudiante en commerce de la mode, et je pense que je travaillais à American Apparel. Et toi, tu travaillais en haut. Il y avait une boutique, je pense, arithmétique ou je sais pas. Je travaillais pas chez Arithmétique, mais j'allais souvent magasiner chez Arithmétique. J'étais tout le temps en train de magasiner. Là, tout le temps. Mais j'étais comme... Ouais, je me rappelle parce que son visage est beau. Ouais, son profil. Tu sais, comme tu remarques comme les belles personnes noires puis tout, puis en plus comme bien habillé, c'est belle ça. senti bon. Ouais, puis j'étais comme oh my god, cette personne a l'air tellement cool et tout. Tu sais, je savais qu'il était comme un peu plus âgé que moi, mais j'étais comme il a l'air cool et tout. Puis un autre moment donné, j'avais marché pour Arc-en-Ciel d'Afrique. Oui, puis oui, Yves oui. était là. Puis je suis comme, ah, il est là, tu sais. Est-ce que t'allais lui parler? J'étais trop intimidée. C'était trop Star Trek, comme on dit. Tu sais, je me sentais comme arriviste, là. Je voulais pas faire ma groupie. Fait que tu l'as juste ignoré. Non, mais genre, peut-être que j'ai dit comme allô, comme ça. Tu sais, c'était comme, on a marché ensemble, genre, pour la fierté et tout, genre. That's a cute story. Yves, Donc, je savais même pas. Il y avait une fille en bas qui te regardait, qui te stockait. Toi, tu savais même pas. Jusqu'à aujourd'hui, t'es comme une petite fille qui C'est tape maintenant gado. que j'apprends ça. Qui tape gado. Je sonne like une stalker. C'est vraiment ça. Pendant que lui, il vivait sa vie tranquille, toi, t'étais là en train de magasiner. Oh my God, les choses qu'on ne sait pas. Mais comment tu te sens d'entendre ça, Yves? Ben, ça me touche beaucoup parce que we just go on, on fait nos trucs, on est soi-même et on ne se rend pas compte de l'impact positif qu'on peut avoir dans la vie des gens. C'est pour ça que mes grands-parents ont fait une belle job. Et ma mère serait très fière de me voir aujourd'hui, de voir la personne que je suis devenue malgré les adversités, malgré les peines, malgré ses douleurs à elle, malgré tout ce que mes ancêtres ont vécu. Moi, je me dis, bon, moi, je suis le résultat du travail de tous ces gens-là et de toutes les valeurs et toutes les belles choses qu'ils ont mis en moi parce que
ça vient de là aussi. On vient au monde avec une essence, mais c'est la façon On va la que nous sommes préserver. nourris dans la vie par les gens qui nous aiment. L'amour, c'est la plus grande force, et c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai été bercé et béni par l'amour et tu sais, je m'efforce de partager ça avec les autres, tout simplement. C'est vraiment beau. Puis à quel moment vous vous êtes rencontrés les deux? Parce que quand même, vous partagez une amitié de longue date. À quel moment, Cano, t'as connu Yves? Puis qu'est-ce qui a fait... En fait, Yves, ça fait quand Que même l'amitié est là longtemps aujourd'hui. que je le connais. Parce que en fait, il connaît ma sœur jumelle. Oui, j'ai une sœur jumelle, Caro, que je salue d'ailleurs. Allô, Caro? Et Caro me parlait un peu de ce que Yves faisait. Et à l'époque, j'avais pas encore commencé. En fait, j'avais pas encore commencé mes études en photographie. Ouais, parle-nous de Mais ça. je savais que c'était une passion. Et c'est une fois que j'ai terminé, en fait, mes études en photo, peut-être vers la fin 2019, en fait, ça a été le premier contact. Yves m'a proposé Un contrat? un contrat, Ok. de travailler sur des projets, une campagne. Oui. Et moi, j'ai tout de suite dit oui. Parce que à l'époque, c'est-à-dire une fois que j'ai fini le collège Marsan, je disais souvent à Caro, Caro, présente-moi Yves, j'aimerais ça collaborer avec lui et tout. Et si ça peut passer par toi, parce que je ne voulais pas non plus arriver sur ça. Tu voulais pas faire comme moi. Comme noir, c'est ça. Fait que toi aussi, tu le voyais, tu le regardais de loin. Mais ça Yves, ça n'a pas passé là. Ça n'a pas passé là. Qu'est-ce que ça me prend là? Oui. Alors, mais c'est ça. Alors, ça a été fin 2019, en fait. Vers la fin 2019, on a collaboré sur un premier projet ensemble. Puis, Coup de foudre. ça Coup de a foudre arrêté. depuis là. Ah ouais. arrêté. Ouais. C'est vraiment Et, beau. C'est une belle Mais amitié que vous mais avez. c'est comme ça avec la plupart des gens que je rencontre, des nouvelles personnes, des gens qui rentrent dans ma vie, c'est un coup de foudre. Et un coup de foudre, ça vient du cœur. Alors, c'est un coup de foudre et on développe une amitié qui va dans la longévité. Et moi, s'il y a une chose qui fait partie intégrante de ma personnalité, c'est la loyauté. J'ai eu mes amis ont toujours été loyaux envers moi, j'ai toujours été loyal envers eux. Tu sais, c'est ce que mon adolescence m'a procuré aussi, la loyauté. Alors, quand j'ai quitté cet environnement-là, que j'ai fait mon coming out et j'ai découvert autre chose, je ne comprenais pas comment ça se fait que les gens n'étaient pas comme ça. Ça m'a pris du temps. Fait que après, tu te dis... Ah, mais non, finalement, c'est pas moi qui avais un problème. C'est le monde est vraiment plus sauvage qu'on le pense. Dès qu'on sort d'un environnement sain et on tombe dans la société, on se rend compte à quel point que c'est malsain. Alors, c'est de rester la personne qu'on est, de rester avec nos valeurs, et de se dire, écoute, moi, je continue à travailler ici, puis vous, arrangez-vous avec le reste. C'est ça. Puis je vais essayer de connecter avec des gens qui pensent comme moi. Qui ont les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, tout simplement. Les gens qui ont leurs problèmes, ben, s'ils ne font pas d'introspection, ils ne pourront pas les régler, ces problèmes. C'est ça, c'est pas cadeau. Ça pas et et je ne vais pas les en vouloir, je ne vais pas les détester parce que je ne suis pas une personne rancunière, peu importe. Mais c'est ça. Mais quand on a des belles amitiés, des belles connexions, c'est important de les nourrir parce que c'est ce qui nous fait Absolument. grandir. Absolument. Et c'est ce qui fait grandir aussi nos vibrations. Mes amis. Tellement. Amen. Ouais, on va dans l'église encore, mais c'est pas amen, oui, c'est ça. On a l'église là, mais l'église là, il est là. Parce que c'est littéralement, les trois, on est comme amen. Comme on est en train de preach, Moi, je suis là, je prends, je suis comme words of wisdom. Non, c'est l'âge. Non, mais J'adore. c'est tellement vrai, puis c'est quelque chose que je value de plus en plus que je vieillis. Tu te rends compte que certaines amitiés, que tu veux les nourrir comme... Dans ma tonneau. Ben, it's everything. Parce que moi, quand je vous ai vu, vous deux, là, j'étais comme, oh my God, regarde-moi ces deux noirs socialites. C'est comme, ils sont dans aucun zin. Tu sais, j'entends C'est pas. vrai. Comme, j'ai jamais, tu sais, je vous entends pas, puis j'étais comme, oh my God, la vie que je veux. sont dans aucun zin. Ils sont dans leur attente, puis
comme je disais en introduction, comme Yves, c'est un phénomène parce que quand je me suis assise avec vous, on a soupé, je sais pas si c'était au Camus ou je sais pas quoi, puis Yves, tu me faisais justement, tu sais, tu me parlais un peu de ta feuille de route, j'arrêtais pas, tu devrais me trouver fatigante parce que je te posais plein de questions sur toi, puis j'étais comme, oh my God. Puis là, ça me rappelle des souvenirs des choses que j'avais vues. Puis là, je suis comme, hey, mais c'est toi qui as fait ça. Fait en tout cas, je trouve ça beau de la façon que, oui, votre amitié est soudée, mais comment aussi vous avez grandi avec finesse. Refine. Refine. Y'all giving refine very much. Very much. En parlant de refine, Cano qui est toujours bien habillé, qui est tout le temps refine, parle-nous un peu comment t'es tombée dans l'univers de la photographie. Parce que t'as changé de parcours, là, tu sais. Ouais. Mais en fait, j'ai toujours aimé la photo. Depuis que je suis petite, quand à la maison, c'est ça, en fait, nous, on Des a albums? grandi avec des gros albums, photos de la famille. Et je me rappelle que je regardais souvent, tout le temps, ces albums-là. Et quand j'allais chez mes amis aussi, j'aimais bien regarder. Mais pas que c'était sur la table comme mais il y ça, avait ou- toujours l'album, il n'était jamais très loin, l'album de famille, et j'aimais regarder. Et un jour, je me suis surprise à essayer, à essayer de perfectionner, en fait, l'image que je voyais, à me dire, moi, j'aurais pris la photo comme ça, j'aurais peut-être assez... En tout cas, j'analysais. Et en grandissant, on n'a pas vraiment le choix, surtout quand on est fille ou fils d'immigrants, on n'a pas vraiment le choix de répondre aux exigences parentales. Alors, c'est vraiment après mes études, après avoir rempli le contrat auprès de mes parents, que j'ai pu étudier en photo. Mais en fait, vivre de ma passion parce que, en fait, Étudier en avant quoi, la avant? photo, j'ai étudié au Collège La Salle en design de mode, en création de mode et tout. Et j'ai pu pratiquer un peu quand je me suis expatriée pendant quelques années en Chine. J'ai pu travailler avec une designer locale, Rani K, qu'elle s'appelait. Et c'est au retour, en fait, quand je suis revenue à Montréal, j'ai eu les enfants. Une fois que les enfants ont grandi, en tout cas, ils étaient un peu plus autonomes. C'est ce jour-là que j'ai décidé, à l'aube de mes 40 ans, je me suis dit, bon, Dodo, il faut vraiment que c'est la dernière chance. Là, si c'est ça que tu as envie de faire, jette-toi, lance-toi. Et à l'époque aussi, mon père était pas très en forme. Et mon père, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé qui nous a introduit, en fait, qui nous parlait beaucoup des arts, de l'art. J'avais mon parrain aussi qui dessinait vraiment bien. Et du coup, tout ça a cogité dans ma tête et je me suis dit, bon, tu vois, Dodo, c'est vraiment ta fenêtre, elle est là. C'est ta fenêtre d'opportunité. Vas-y, inscris-toi. Et je me suis inscrite. Et du jour au lendemain, j'ai averti tout le monde. Je ne sais pas qui ira chercher les enfants demain, la semaine prochaine à la garderie ou à l'école. Mais moi, je commence mon cours et c'est comme ça que ça a commencé. Très contente que tu l'aies fait. Ouais, très contente aussi. Parce que tu es une photographe phénoménale. Ben, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes extraordinaires dans mon parcours de photographe, qui est pas, tu sais, je suis encore une jeune photographe, mais j'ai eu Annie puis Mariette, ont été des femmes qui ont vraiment, en fait, qui m'ont beaucoup inspirée et qui ont vraiment vu le potentiel. Elles ont vraiment vu tout de suite le potentiel chez moi. Puis je dois vous avouer que ça m'a fait du bien. C'est comme un boost. Ouais. Un boost à l'ego. Et, On en a besoin en ouais. plus, en Ouais, tant de que... Ouais. De se sentir encouragé. Ça vient nous propulser, nous donner le petit coup de pouce qu'on a besoin. Puis tes parents et ta famille ont réagi comment? Parce que tu parlais justement de remplir le contrat. Ouais, mais déjà, quand j'ai décidé de prendre des cours de photo, mais même mes cours au collège La Salle de mode, mes parents étaient déjà, ils ont toujours été fiers de nous, mais ils
ils étaient à l'aise avec mon choix et la décision de grandir, de m'épanouir dans les arts. Et, Parce que ça tend à changer. Puis j'essaie toujours de pas généraliser quand je parle des familles haïtiennes parce que je me rends compte qu'il faut faire attention parce que c'est pas vrai que tous les parents veulent que tout le monde devienne médecin parce que, tu sais, il y a tellement d'artistes haïtiens qui font rayonner Haïti à travers leur art, à travers la culture, que je me dis, ça se peut pas que tous les parents, c'est ça qu'ils veulent. C'est sûr qu'on a grandi avec ça parce que on était beaucoup à avoir la même expérience, mais je pense aussi qu'il faut reconnaître quand des parents qui donnent une éducation traditionnelle laissent aussi la chance aux enfants de s'exprimer puis donnent cette confiance-là. Puis à vous entendre, j'ai l'impression que vous avez grandi dans deux environnements où est-ce qu'on vous a donné justement cette confiance-là d'aller puis de plonger dans vos rêves. Ouais. Puis chez nous, les parents étaient, surtout ma maman, mais les parents étaient quand même assez sévères, là. C'était les valeurs, les règlements. Pour eux, c'était très important, tu sais, de respecter l'autorité, de respecter les règlements, puis aussi d'incarner les valeurs aussi qu'ils nous donnaient, en fait. Ben, par contre, en grandissant, je pense que, ben, surtout pour ma mère, elle a compris que qu'il fallait, elle n'avait pas le choix de desserrer un peu la corde et de nous laisser un peu vivre. Puis, tu sais, pour de vrai, ma mère, elle était assez sévère, mais aujourd'hui, je suis très, 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 très fière d'être sa fille et de comprendre, en fait, tout ce qu'elle a vécu. Dire? Oui, parce que maintenant, aujourd'hui que je suis maman, je comprends, en fait, ma mère. Je me dis que franchement, elle a été très solide là, à élever 3 jeunes filles. Là, puis quand je regarde mes sœurs et est-ce que tu sens que tu as repris un peu des manies ou est-ce qu'il y a des choses que tu gardes justement de cette éducation traditionnelle haïtienne que tu as reçue? Est-ce que tu conserves ça un peu dans l'éducation de tes enfants aujourd'hui? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Comme quoi, et par même, exemple? Le sens du respect. Celui de s'exprimer, mais tu sais, d'avoir les mots, le vocabulaire, les mots. Les mots justes. Oui, exactement. Puis s'affirmer aussi, mais tout dans le respect, tu sais. Ben, tu sais, toutes ces qualités, être poli, gentil, respectueux, mais c'est aussi l'envie de... Tu sais, s'ils ont envie de faire quelque chose, qu'ils font, qu'ils ne se laissent pas influencer par les autres, parce que c'est eux qui savent ce qui se passe dans leur cœur et ce qui se passe dans leur tête et comment ils peuvent y arriver. Et non, mais ben, c'est sûr que quand je parle, des fois, je me surprends à entendre ma mère. Oui, c'est ça. Mais bon, les enfants vrai que c'est inévitable. Oui, c'est inévitable, mais les garçons sont vraiment choux, là. Ils sont des super bons garçons. C'est fou, parce que je me dis... je ne sais pas pour toi, Vanessa, mais moi, je suis vraiment contente d'avoir été élevée par mon père, d'avoir eu cette éducation-là qui était comme un peu... Ben, je ne sais pas trop la différence entre sévère et strict, là, mais d'avoir eu... J'avais peur de mon père. J'avais peur de lui, pas dans un mauvais sens. C'est plus que des fois, j'avais des amis qui restaient à chiller. Il y avait comme une limite que je ne voulais pas dépasser. Parce que justement, j'avais un peu cette peur, mais en même temps, j'ai compris plus tard que c'est pas tant que j'avais peur, c'est que je le respectais. C'est ça. Puis j'étais comme, OK, il y a des choses que quand tu respectes une personne, tu ne vas pas faire. Là, moi, j'étais comme, OK, autant que je pouvais, OK, chiller, être un peu désordre, rester après l'école, mais il y avait une heure que j'étais comme, je ne vais pas rentrer chez moi à cette heure-là parce que je sais que j'aurais comme dépassé les limites puis que là, j'aurais manqué de respect. Puis j'ai envie de vous demander, tu sais, Noir, après que tu donnes ta réponse, est-ce que vous, autant toi, Cano, que Yves, est-ce qu'il y a un moment où est-ce que vous avez senti que vous avez dépassé cette limite-là en termes de respect? Vous avez fait quelque chose que c'est comment, à bien y penser,
c'était peut-être téméraire d'avoir fait ça, dans votre jeunesse, justement, années 80-90, là? Pour moi, je pense que, et justement, c'est drôle parce que j'ai fait un post récemment sur mon réseau social que j'avais une relation extrêmement difficile, excuse-moi, avec ma mère. J'ai vu, c'était vraiment beau. Mais ça, c'est comme, genre, il y a eu, genre, une période de guérison parce que ma mère, elle était extrêmement, extrêmement stricte, mais j'ai réalisé aussi qu'elle avait ses propres traumas. Et moi, j'étais vraiment, je suis la plus jeune des 3 enfants qu'elle a eus et j'étais un peu... Bébé, en fait. Petit bébé, mais aussi rebelle. J'étais très enfant rebelle. Fait que, oui, je la respectais, mais en même temps, je savais qui j'étais et j'étais unapologetic about myself, puis j'allais pas m'empêcher d'être qui je suis, quitte avoir une mauvaise relation avec ma mère. Et à une période que j'ai dû arrêter de la parler parce que j'ai senti le besoin que je devais prendre du recul et que je devais me découvrir sans être vraiment sous l'emprise de ma mère, puis de faire tout ce qu'elle veut, puis d'être... Fait que C'est le cordon que tu voulais... j'ai coupé le cordon. Ouais, c'est le cordon que toi, tu t'es dit, mais c'est parce que si elle le fait pas, c'est ça. il faut que je le fasse, Il moi. fallait que je le Fallait fasse. que tu le fasses. Exactement. Ah ouais, Mais là, ça va... je te rejoins. Ça me va totalement. beaucoup mieux et on a une super de belles relations maintenant. Et c'est ça, je viens un peu comme vous, comme toi. Je viens d'une famille religieuse. Ma mère était extrêmement religieuse. Et c'est comme, oui, je pense que très tôt, ou durant mon adolescence, j'ai réalisé que je n'étais pas une personne religieuse, mais j'étais une personne spirituelle. Fait que c'était aussi également, pour moi, il fallait que Que tu te trouves. je me trouve et qu'on me l'impose pas, mais que je le trouve par moi-même, en fait. Mais religion et spiritualité, c'est 2 choses différentes. Oui, absolument. Religion, c'est des gens qui suivent des doctrines, selon moi, des gens qui suivent qu'est-ce qui est dit sans avoir vécu, ce qui a été écrit sans avoir été témoin, et qui suivent aveuglément, selon moi, quelque chose qui a été écrit par la main d'un homme. La spiritualité, c'est une connexion. C'est une connexion avec soi-même pour commencer. Et au c'est divin. une connexion aussi avec tout ce qui est plus grand et qui est plus infini que nous-mêmes. Mais ça commence à travers... La spiritualité, c'est intérieur, c'est pas à l'extérieur. Et la religion nous propose, par exemple, l'enfer. C'est un lieu. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Le paradis, c'est un lieu. C'est un endroit physique. Elle est où la spiritualité là-dedans? Moi, ce qui me désole dans la religion, c'est que beaucoup de ces gens-là qui font la promotion, désolé pour vous, les religieux, mais qui font la promotion de Jésus, Seigneur, blablabla, mais vous passez votre temps à critiquer les autres, à diminuer les autres, à faire du mal, mais où il est l'amour, où il est le message d'aimez-vous les uns les autres qui est envoyé? Ben moi, je préfère aller en enfer, mais pendant que je suis ici, je fais de mon mieux pour être un meilleur être humain. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, mais beaucoup de ces doctrines-là, je crois que la religion, c'est être chrétien, par exemple, être dans... Pas être un bip, mais dans le Christ, OK? c'est de vraiment aller selon ses leçons à lui. Respecter les autres. Aimer son prochain comme soi-même. Partager. Ne pas se perdre dans la superficialité, dans l'opulence. Choisir de faire le bien, parce que c'est plus facile de faire le mal que de faire le bien. Hein. Alors, c'est des choix. Alors, pour moi, là, on parle plus d'être en... Qu'est-ce que le Christ a enseigné? Plutôt que de passer son temps condamné parce que toi, tu n'es pas comme moi, alors je te condamne. C'est ça ce qu'ils font les religions. Toi, tu ne penses pas comme moi, ton Dieu, c'est pas le bon, le mien, c'est le bon. Alors, on va faire la guerre, on va faire des croisades, on va combien de vies perdues au nom de la religion qui est utilisée finalement seulement pour pouvoir enrichir les élites. Absolument. Ouais. Alors, quand je vois des gens de ma communauté être plus religieux que le pape lui-même,
et que dans le fond, c'est cette même religion qui a été servie pour assouvir notre peuple, je me pose des questions. Je me dis, mais non, c'est pas pour moi. Parce que tout ce que ça a fait, si le message du Christ avait bel et bien été interprété et bel et bien été manifesté, nous ne serons pas dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Absolument. Mais c'est sûr que ça, c'est comme une grande discussion, puis c'est quelque chose qui ne fera jamais l'unanimité dans les communautés dans lesquelles on a grandi. Pardon. Ça ne fera jamais l'unanimité parce que justement, on a tellement grandi dans la religion que c'est maintenant... Je sais qu'il y a toujours eu quand même une partie de la société ou de la communauté qui était comme en mode plus spiritualité. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je voyais des personnes qui n'étaient pas à l'église, mais qui étaient différents, puis qui parlaient beaucoup de spiritualité. Mais pour moi, je comprenais pas, ça voulait rien dire, c'était trop vague parce que on nous a pas vraiment éduqués ou enseigné tout le pan de notre histoire, de la Révolution, l'histoire qui est liée avec qu'est-ce qui était là avant le christianisme, donc le vaudou. Donc, je sens que de plus en plus, là, on démystifie ça, mais ça, c'est encore à revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, des conversations qu'on n'a pas eues avec nos parents, que ça aurait été vraiment beau que... Je sais qu'il y a des parents qui l'ont fait, mais de s'asseoir avec les enfants puis d'expliquer justement cette histoire, notre héritage, pour nous permettre de mieux comprendre et d'arriver à un juste équilibre. Parce que si je prends l'exemple de ma famille en Haïti, ma grand-mère, qui est religieuse, mais c'est mon modèle le plus positif que j'ai, puis je peux pas envoyer le bébé avec l'eau du bain, puis en disant, ben non, elle est religieuse, puis tout ça, parce que c'est sa religion qui fait la femme qu'elle est aujourd'hui, puis il y a tellement de personnes croyantes en Haïti que je me dis, s'ils n'avaient pas ça, peut-être que ce serait encore pire. Tu sais. Donc, il y a des personnes qui vraiment sont religieux, mais j'ai vu des beaux modèles aussi de personnes chrétiennes qui incarnent les valeurs que tu as nommées, puis qui sont justement dans la recherche de cette spiritualité, mais de conserver aussi cette religion-là. Fait que je trouve que c'est une conversation qui est difficile à avoir, qu'on a peu, mais qu'on mériterait d'explorer de plus en plus. Moi, je suis croyant. Mais moi aussi. Je suis croyant. Cependant, je ne vais pas utiliser cette croyance-là pour dire que ma croyance, elle est meilleure que la tienne. Et c'est ça qui se passe beaucoup en ce moment. Et ce que vous avez cru, est-ce que ça vous a rendu heureux? Est-ce que vous êtes heureux avec tout ce que vous avez cru? C'est ça qui est important. Et moi, ma grand-mère était extrêmement religieuse, mais elle, ça a été la première à me voir depuis le début, dans toute ma totalité, et qui m'a embrace et qui m'a aimé. Et qui, peu importe qu'est-ce que je suis devenu avec le temps, c'est... puis elle, quand je lui ai dit, et tout le monde le sait, elle n'a jamais fléchi, elle m'a toujours aimé. Moi, je sais que j'étais son préféré. Mais elle m'a toujours quand même aimé, peu importe. Elle m'a toujours... Fait que c'est pas une question de la religion, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est le cœur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? L'essence. C'est les intentions. Tout est dans les intentions. Moi, je ne condamne pas les gens qui vont à l'église et tout ça. Ça, c'est votre choix. Moi, je vais pas aller. Chaque personne a le droit de croire, de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est leur vie. Mais n'allez pas imposer des choses, ne faites pas de méchanceté aux autres sous prétexte que vous avez la parole absolue. La vérité absolue. La vérité absolue. C'est ça. Alors qu'on est si petit devant si grand, puis devant si grand. On sait presque rien de toute cette réalité. Yves, là, you've been preaching. Like, Hallelujah. Puis toi, Cano, comment tu vois justement, tu as grandi dans une famille religieuse comme Yves, tu as grandi avec justement cette tradition-là de garder la religion, de garder la spiritualité dans ta vie. Est-ce que tu as conservé un peu tout ça ou comment tu as réussi à jongler avec cette... Bon, c'est sûr que petite, on allait tout le temps. Tous les dimanches, on était à l'église. On était dans les chorales. On a tout fait, quoi. On était dans les chœurs, les chorales. On faisait aussi les activités après l'école. Oui, l'étude biblique aussi.
Et ça a été comme ça jusqu'à au moins 14, 15, même je dirais 16 ans. Mais après, évidemment, tu te rebelles, hein, tu veux plus y aller, tu préfères aller dans une autre forme d'église qui a un comptoir avec des bouteilles en arrière. Oh my God. C'est ça. Non, mais tout ça pour dire, je suis restée et je reste croyante. Mais c'est vrai que je pratique pas. Je pratique pas, mais ça va m'arriver d'aller à l'église à Noël, jour de l'an. Tu sais, les périodes, ces périodes un peu charnières là, pour moi, ces périodes de recueillement à Pâques. Avec En ta voyage famille. aussi, des Ouais, fois. en voyage aussi, c'est vrai. En voyage, je visite toujours Les églises. le plus d'églises que je peux. Aussi. C'est pour mon papa. Mon papa, il adorait l'architecture, tous les métiers, les corps de métier liés aux églises. Alors, C'est beau ouais. de vous entendre, mais malheureusement, hein, je sens ta tête. Le signe de la girl, le signe de la fuck. Vas-y, c'est le. Non, mais c'était vraiment une super de belle conversation, mais je pense que... Est-ce que je peux rajouter un truc? Ben oui, on va pas Absolument. finir ça comme ça. Là, vous nous avez envoyé question. beaucoup de fleurs, mais vous savez, nous, on vous regarde là et franchement, on est pas mal fiers. Oh. Moi, je suis très, très fière de mes petites sœurs. Et quand je vous vois la gueule que vous avez, tu sais, cette envie de prendre, en fait, la ville, le monde d'assaut comme ça, c'est vraiment inspirant. Merci. Et, Merci. Vous êtes... ben, c'est ça. Bravo, c'est Vous une, êtes, c'est une volonté de vouloir démontrer et inspirer la prochaine génération et leur faire comprendre que oui, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le manifester. Ouais. Merci, c'est vraiment, Le faire. vraiment beau. Ouais. Ça nous touche. Vraiment. Mais merci de nous avoir reçus. C'est peut-être pas le mot de C'était la vraiment fin. un beau moment. C'est sûr que, bon, malheureusement, ça tire à sa fin, mais avant de vous laisser partir, moi, j'aimerais ça que vous nous racontiez une anecdote justement de cette jeunesse-là, un moment qui vous a marqué, parce que malheureusement, c'est une époque qui ne reviendra plus, parce que vrai. c'est ça, on avance, puis ça reste justement dans nos têtes, dans nos souvenirs. Chacune, racontez-nous un souvenir mémorable qui pouvait seulement arriver dans ces années-là de votre enfance. Enfance ou adolescence? Ouais. Ben, en fait, moi, le souvenir que je veux évoquer, c'est un souvenir qu'on le faisait à l'époque, on voyait pas le danger. On voyait pas le danger et même on se reposait. C'était normal, en fait, de se reposer sur ce corps de métier. Je raconte, nous, souvent, on sortait en club et tout, puis évidemment, on fermait les bars et on manquait. À l'époque, on n'avait pas de ligne toute la nuit d'autobus. Alors, quand on manquait, on était jeunes, on n'avait pas vraiment beaucoup d'argent. Alors, quand on manquait le dernier bus ou le dernier métro, on marchait. Et ce qu'on faisait régulièrement, c'est qu'on arrêtait une voiture de police. Pour nous, c'était comme un taxi. Et on leur disait, « Oh, on habite loin. Est-ce que vous pouvez nous conduire à la maison? » No way. Et Wow. ils le faisaient. Ils nous conduisaient. Hey. On rentrait, puis ils nous conduisaient à la Quelle maison. époque! Ouais. Et aujourd'hui, j'avoue que je n'oserais pas faire ça et je n'encourage aucun jeune J'ai jamais entendu ça. à le c'est faire. ça? Mais nous, on le faisait. On le faisait, puis c'était le fun. Nous, on voyait pas, en fait... Il y avait encore cette confiance. c'est ça, mais cette Avec innocence Ouais, surtout, cette innocence. Puis même ces agents, quand ils nous prenaient, ils étaient vraiment rigolos. Ah, mais là, les filles, vous abusez, là. Vous pensez quoi? On est des taxis. On n'est pas des taxis, mais ils étaient polis, ils étaient gentils, ils étaient... Wow. C'était...
En fait, moi, c'est un souvenir, vite, comme ça. C'est ce souvenir-là C'est qui magnifique. qui me revient, puis que j'avais envie de partager, en fait, avec vous. Merci Cano. d'avoir partagé ça avec nous. Je trouve ça beau. Quelle époque. Ouais, quelle époque. C'était... Moi, de mon côté, c'est... j'avais dû changer d'école à un moment donné parce que j'avais été agressé physiquement par un prof. Et devant toute la classe, parce que j'avais posé une question à un autre élève, et ce prof-là, il avait la manie de venir et de picheconner ses élèves. Ouais. Et moi, il m'a malheureusement picheconné, #Radi, donc ça n'a pas passé. Et je l'ai repoussé. Là, tout le monde... Oh my God. Il va... Là, c'est, écoute, le téléphone arabe, il va battre le prof et tout le tralala. Oh my God. Il a tellement été... Il s'est tellement senti humilié parce que tout le monde le détestait. C'était un prof que tout le monde détestait. Et il a exigé, pour que je ne sois pas expulsé de l'école, que je m'excuse devant la classe. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Alors, du haut de mes 5 pieds, je ne sais pas trop quoi, j'ai dit non, je change d'école. #Radi. #Radi. Et, Quelle bataille. et j'ai changé d'école. Et quand je suis arrivé à cette nouvelle école-là, qui était Louis Fréchette, parce que tu faisais secondaire 1 seulement, après ça, tu allais à une autre école, Louis Les Fréchette. Fréchettes, c'est pas une école adulte? Non, c'est une école de... Maintenant, peut-être que c'est devenu une école d'adulte, mais tu faisais une transition du secondaire. C'est juste des secondaires 1 qui allaient là, tu sais. Ouais, maintenant c'est secondaire, Louis Fréchette. Ouais? OK, d'accord. Bon. Mais c'est ça, on passait par Louis Fréchette. Et après ça, on choisissait pour aller à Henri Bourassa ou à Calixa-la-Vallée. J'allais à Henri Bourassa. Et quand je suis arrivé à cette école-là, j'étais le nouveau qui venait d'arriver comme ça, là, tu sais, en plein milieu, en plein mois de novembre, là, parce que c'était le début des classes. Ça n'a pas passé avec Paul Marantette. Je me souviens de son nom. Il avait toute une tête, hein? Et, et quand je suis arrivé, c'était c'est comme si c'était une forme de magie. J'ai rencontré des gens qui sont encore des amis à moi aujourd'hui et que la facilité, c'est comme j'étais le nouveau, tu sais, quand le nouveau arrive à l'école, fait que tu étais comme un mystère pour tout le monde, tout le monde sait qui, lui, tout ça. C'est extraordinaire de voir que ces gens-là, ils sont encore là aujourd'hui. On a fait les 400 coups ensemble, on a évolué, on a grandi. C'est sûr qu'on s'est perdu de vue à un moment donné parce que, bon, 18 ans, 20 ans, la vie, tout ça. La vie bouge et tout. La vie bouge, mais c'est vraiment un moment magique parce que j'ai découvert mes forces aussi et ma force de caractère. Et oui, à cette époque-là, on pouvait quand même s'exprimer sans être violent, tout en étant respectueux, mais tout en se respectant aussi. C'est ça. Wow, merci du partage. Je suis vraiment navrée que le prof, c'était quand même une agression. C'était une comme- agression, mais à cette À époque-là... l'époque, les profs frappaient, claquaient. C'était un prof... ouais, tu sais, moi, j'ai grandi dans une communauté black, mais j'ai toujours été une personne extrêmement ouverte d'esprit. Donc, j'ai pas de problème avec Québécois, Italiens. J'ai toutes sortes d'amis, moi, dans ma vie, juifs, arabes. Il y en a pas de problème avec l'humain. Moi, c'est souvent le comportement que je vais avoir avec lequel que je vais avoir un problème. Mais sinon, mais c'est sûr que c'était une époque, dans les années 80, qu'il y avait beaucoup de racisme, beaucoup de... Tu sais, fait que lui pouvait se permettre d'aller puis d'arriver. Puis, tu sais. Puis il faisait ça juste aux gens de couleur. Hein. En tout cas, il est tombé sur la mauvaise personne. Let me C'est ça. tell you. C'était soit Joue que... ça allait apprendre. Il a été encore plus insulté parce que j'ai préféré changer d'école que de m'excuser. Pour quelque chose d'autre. As you should. Ah, Proud of you. baby. Alors, c'est ça. Ben, Wow. merci du partage. On va vous réinviter parce que Il y ça aurait commence à beaucoup devenir dire, intéressant, l'histoire des profs qui frappent et tout ça dans les années Mais 80. c'est- Oh my God. Oui. C'était comme Il y avait ça. de l'abus. À une époque où il y avait de l'abus, où personne n'en parlait, des ça. abus sexuels. Pourquoi que c'est maintenant, 30, 40 ans plus tard, que ça ressort, tout ça? Ça sort, ouais. C'est Ben fou. ouais. Définitivement, on doit vous réinviter parce que on veut savoir qu'est-ce qui se passait à ces niveaux-là parce que clairement qu'il y a des différences avec notre génération puis celle des Gen Z. Merci beaucoup Ouais, ça fait Ça me fait plaisir. pour le partage, pour vos Merci de histoires. nous avoir reçus. Merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah oui.
Et on se dit à une prochaine. On attendait notre tour. Ça allait venir, c'était sûr. C'était sûr que ça allait venir. Comme, you already know, girl. On vous aime beaucoup. Ouais. Merci. Nous aussi. Puis on vous dit bye à la prochaine. À bientôt, guys.